démarre. Oui, oui. Mais c'est un. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être fidèles à notre rendez-vous du dimanche. Et comme d'habitude, nous sommes là pour la matinée pour discuter des questions qui concernent notre pays, qui concernent également la situation internationale. Et aujourd'hui, nous aurons un programme particulièrement chargé puisque la situation continue à se tendre, à devenir explosive et que beaucoup de questions se posent. Donc, nous allons faire un premier point, dans un premier temps, parler de cette situation, mais dans un deuxième temps, nous allons parler des rencontres qui se font au niveau de la Caraïbe pour discuter des problèmes qui nous concernent tous. Je vais donner des indications tout à l'heure. Et puis, en fin d'émission, nous allons réécouter l'intervention que nous avions faite au nom du CNCP sur la situation actuelle également. Alors, certains d'entre vous ont peut-être eu la possibilité de voir la vidéo qui circule sur WhatsApp, qui dure à peu près 4 minutes, qui est un résumé de cette intervention qui fait globalement 23 minutes, dans laquelle nous analysons la situation politique et les tensions qui se font jour en Martinique depuis quelques semaines. Donc, c'est le contenu de cette version plus longue, nous la réécouterons en fin d'émission. Donc, dans un premier temps, nous allons parler de cette situation. Et pour ceux qui ont eu la possibilité de voir la vidéo sur WhatsApp, vous vous souvenez que nous posions en fin de propos la question suivante. Ce dimanche 2 août 2020, c'est une porte, c'est une charnière dans l'histoire politique de notre pays. Certains n'en ont pas conscience. Mais c'est véritablement un moment clé parce que nous sommes devant un choix dans cette petite journée. Soit nous allions vers une période d'affrontement dont on ne pourrait prévoir aucune des conséquences, avec l'intensification des divisions au sein du peuple, soit au contraire, nous trouvions les moyens de franchir un nouveau cap dans la méthode qui consiste à résoudre les contradictions au sein du peuple et avancer dans la lutte contre le colonialisme. Ce dimanche 2 août, c'est l'anniversaire, la date anniversaire de la naissance de Louis Delgrès. Louis Delgrès, le combattant qui a fait sauter un monument historique, le fort dans lequel il était retranché, pour se sacrifier plutôt que de se soumettre aux troupes coloniales. C'est la date de sa naissance. Et c'est très symbolique parce que ça concerne la contradiction fondamentale qui nous oppose au colonialisme. Et c'est maintenant qu'il nous faut choisir la voie soit de l'émancipation, soit de la division et de la soumission au colonialisme. Alors, nous posions cette question, qu'est-ce que nous allions choisir dans ce jour déterminant? Nous avons le sentiment que nous sommes en train de gagner une bataille fondamentale et qu'à partir de ce 2 août, beaucoup de choses pourront changer dans le pays dans le bon sens. Pourquoi? Parce que nous avons évité un affrontement entre des Martiniquais sur une question symbolique peut-être, mais qui est tout à fait secondaire par rapport aux défis que nous avons à relever. La journée n'est pas finie. Il y a des événements dont nous allons parler tout à l'heure. Et donc, il est un petit peu tôt pour en faire le bilan. Mais nous sommes convaincus que nous sommes sur la bonne voie.
Pour commencer, je vais parler d'un communiqué publié à 4 heures du matin hier par le préfet français en Martinique. C'est dire que cette question l'empêche de dormir, qu'ils réfléchissent beaucoup pour savoir comment maîtriser la situation en Martinique. Et à 4 heures du matin, ils ont trouvé une solution qui, d'après eux, permettrait de tromper le peuple martiniquais. Un communiqué qui dit, moi le préfet, le papa de l'autre bord, pour éviter des débordements, pour éviter des affrontements, je décide d'interdire toute manifestation à proximité du parc Aimé Césaire, etc. Donc le préfet apparaît là comme celui qui va empêcher que des troubles à l'ordre public soient faits, donc il va ramener la paix. Sauf que ce communiqué de 4 heures du matin vient à un moment où le préfet est totalement informé de la situation qui s'affirmait. Les Martiniquais n'allaient plus s'affronter. Il le savait. Des communiqués, des dispositions étaient prises. Il a pu avoir des éléments qui lui disaient, des deux côtés, les gens ont décidé de refuser la violence et de s'accorder sur le dialogue. Ah, ce serait dur pour le gouvernement français de voir que des gens qui s'affrontaient sont arrivés à se rapprocher et vont discuter ensemble de l'avenir du peuple martiniquais sur la question des symboles. C'est pour cela qu'il a pris ce communiqué, pour continuer à maintenir l'esprit d'autodénigrement, faisant croire que les Martiniquais ne pourraient jamais s'entendre, et passer pour ayant eu le beau rôle dans l'affaire. Car en réalité, je l'ai dit, de tous bords, les gens appelaient à la discussion et à la pacification. Je vais vous donner 3 exemples. Je vais lire 3 déclarations qui prouvent ce que nous disons. Que notre peuple avait franchi un pas pour dire, bon, arrêtons de nous diviser, trouvons une solution pacifique. 3 communiqués qui parlent de 3 acteurs qui étaient censés s'opposer autour de la porte du tricentenaire. Le premier communiqué émane de ce qui s'appelle le collectif des Martiniquaises éveillées. Alors vous me direz ce nom-là, vous ne le connaissez pas. Eh bien, il émane des gens qui mènent les actions contre les statuts coloniales, contre les symboles coloniaux, et qui ont décidé d'affirmer ce qu'ils sont, c'est-à-dire des Martiniquaises et des Martiniquaises éveillées, pour déjouer un autre piège que les ennemis du peuple martiniquais développaient, en appelant ces gens un groupe d'activistes. En mélangeant tout, provocateurs, pas provocateurs, n'importe. Les activistes, avec la portée négative qu'a ce mot. Peut-être que dans les pays anglophones, c'est synonyme de militants, mais dans les pays francophones, le terme est utilisé pour faire passer les militants du mouvement populaire comme des agités. Ce sont des militants, et comme ils ont dit, ce sont des Martiniquais et des Martiniquaises éveillés. Deuxième vocabulaire qu'il fallait rectifier, on a commencé à dire les RVN, les rouges verts noirs. Ça veut dire que ce sont les rouges verts noirs, entre guillemets, permettez-moi, qui foutent du bordel, qui écrasent des statues, qui veulent aller casser la porte du citadin. Donc c'est un petit groupe qui est les rouges verts noirs. Mais les rouges verts noirs, ça n'existe pas. Ce n'est pas un groupe de rouges verts noirs. Ils défendent leurs droits pour rouges verts noirs. C'est une affaire entendue. Mais les rouges verts noirs sont aussi défendus par beaucoup d'autres personnes dans le peuple martiniquais. Il y a 2 jours, il y avait une rencontre à Saint-Pierre des habitants d'un quartier qui luttent pour leur sécurité. Il y avait un grand drapeau rouge vert noir qui flambait sur la tête de tout le monde. Est-ce qu'un journaliste a dit les rouges verts noirs se sont réunis à la Roxelane? On pourrait multiplier les exemples.
Mais parmi les gens qui essaient de réduire RVN à un groupe de ce qu'ils appellent activistes, parmi ceux qui critiquent cela, il y en a énormément qui défendent le drapeau rouge, vert, noir. Le progressiste, le PPM, quel drapeau revendique-t-il? Quel drapeau précédait la procession qui menait Aimé Césaire au cimetière de la Joyeuse, rouge, vert, noir? Donc c'est une manipulation pour discréditer notre drapeau national, que je porte avec fierté aujourd'hui, et pour semer la confusion. Donc, ce comité collectif des Martiniquais et des Martiniquaises éveillés représente les militants qui mènent le combat et qu'on veut discréditer. On arrive à sa lecture. Suite aux nombreuses actions et manifestations menées à Fort-de-France durant ces derniers mois, la population martiniquaise se retrouve malheureusement troublée, perturbée et parfois manipulée du fait de nombreuses incompréhensions. Vu les tensions initialement suscitées par l'action du 2 août au sein du peuple martiniquais, il s'agit aujourd'hui de rétablir la vérité à l'aide de l'honnêteté. Suite à l'appel citoyen lancé pour la destruction des statues de Joséphine et des Nambuc, nous nous sommes rendus devant la porte du tricentenaire de la colonisation afin de mettre en lumière son histoire et son rôle tragique, malheureusement méconnu. Soit dit en passant, quand personne ne partait savait la porte là, ça a été qu'à signifier, avant que l'action soit faite. Je continue la lecture. Initialement, nous avions, devant cette porte, lancé un appel à sa destruction. Nous l'assumons. Mais dès le lendemain, le lundi 27 juillet, nous avons amendé l'action en appelant plutôt au nettoyage et à la rénovation de la fresque de Coco et à la distribution de repas aux personnes précaires vivant aux alentours de la porte, célébrant les 300 ans de colonisation, le tout en compagnie de Béatrix René-Corail, héritière du savoir-faire légendaire de Coco, l'artiste qui avait réalisé la fresque. C'est donc, écoutez bien, dans un esprit de paix, d'amour, mais surtout par respect pour le travail de réappropriation mené par Aimé Césaire, que nous avons vu toute légitimité de notre action. S'en est suivi une escalade de tensions attisée par la classe politique majoritaire à Fort-de-France. Alors j'annonce que je vais faire un commentaire sur ce paragraphe précis sur la situation de Fort-de-France et du PPM et de la classe majoritaire donc. Bien que nous ayons tenté d'expliquer à nouveau notre intention, consistant à ne plus détruire quoi que ce soit, les membres de ce parti politique ont publié des mensonges et des manipulations médiatiques à notre rencontre afin de liguer la population foyalaise et même martiniquaise contre notre Martinique militante et éveillée. Nous ne pouvons tolérer la confiscation et l'exclusivité du nom de Césaire par ce parti politique. Nous ne pouvons tolérer non plus les raccourcis fallacieux cherchant à démontrer qu'il s'agirait de la porte de Césaire et que de ce fait nous soyons qualifiés d'anti-Césaire. Dans son écrit « Discours sur le colonialisme », Césaire affirme qu'une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation à tête. Doit-on aussi rappeler que Césaire demeure avant tout le nègre fondamental qui jamais ne renonce à sa liberté? Et c'est ce désir de liberté poursuivi par Césaire que nous réalisons petit à petit à travers chacune de nos actions.
Par ailleurs, nous avons constaté que cette caste politique a été extrêmement réactive à l'annonce de la rénovation de la fresque de Kokoro des Corail, alors même que celle-ci était laissée à l'abandon depuis non ni non, tout comme le parc floral qui, quant à lui, est réellement l'œuvre de Césaire. De même, sa fille Béatrice avait sollicité la mairie de Fort-de-France, la fille de Coco, afin qu'elle lui fournisse les moyens matériels de la restaurer bénévolement. Demande qui a été complètement ignorée par les personnes compétentes. À ce jour, nous constatons que celle-ci a été nettoyée au jet haute pression par ces mêmes personnes qui, quelques heures auparavant, voyaient cet acte absurde. La logique voudrait que l'on satisfasse le souhait de l'artiste au travers de sa vie. De ce fait, nous attendons la même réactivité de cette classe politique, syndicaliste et intellectuelle lorsqu'il est agi de questions dénonçant l'empoisonnement de notre peuple aux pesticides, les violences policières, le racisme venu de France, le génocide par substitution, ainsi que la répression coloniale. Nous souhaitons aussi qu'elle mette en œuvre des actions concrètes ou soutienne celles engagées par les associations agissant contre notre mort annoncée et celle du vivant. Si le préfet a pris un arrêté interdisant toute manifestation aux alentours du parc floral, faisant ainsi croire que la division perdure au point de créer des heurts et des dégradations et des violences, nous ne jouerons pas le jeu du nègre contre nègre. Cela arrangerait trop les autorités coloniales. Malgré les conflits mal placés et notre déficit de communication, notons qu'ils reconnaissent notre déficit de communication, notre Martinique militante éveillée saura mettre son ego de côté, car nous savons parler et nous savons aussi réfléchir. C'est pourquoi nous appelons au dialogue plutôt qu'aux heures imaginaires de Cazel. Créons l'échange, répondons aux interrogations et avançons malgré nos divergences. Ne tombons pas dans le piège tendu par la puissance coloniale. Comme disait le célèbre Amilcar Cabral, ami de Césaire. Amilcar Cabral, c'est celui qui a libéré son pays africain en Angola. Il ne faut pas avoir peur du peuple et l'amener à participer à toutes les décisions qui le concernent. Telle est la condition fondamentale de la démocratie révolutionnaire que nous devons réaliser progressivement. Parole donc de Amilcar Cabral. Nous donnons rendez-vous ce dimanche 2 à 9h30 sur la savane. Comme prévu initialement avec des tambours, des tibois, votre énergie positive afin d'échanger autour de cette problématique et de pouvoir crever l'abcès. De plus, nous vous demandons d'emmener des plats préparés en vue de leur distribution aux personnes les plus précaires, l'un des trop nombreux reflets de la colonisation. Pacifions les choses entre Martiniquais et Martiniquaises. Faisons usage de notre liberté d'expression, de notre droit de manifester pacifiquement pour Fanon, Césaire, Aliker, toutes les victimes de l'empoisonnement et les militants et militantes qui luttent pour le droit à la vie de notre peuple. Notre objectif, quant à lui, d'ores et déjà est atteint, car il y a une semaine, très peu connaissaient l'apôtre du tricentenaire. Il y a quelques semaines, des Nambucs étaient méconnus par beaucoup. Il y a quelques mois, personne ne mettait en question la légitimité de Victor Schœlcher. Nous avons su mettre en lumière ces symboles du colonialisme qui ne méritaient plus leur place dans le paysage martiniquais. Nous avons su ouvrir les débats quels qu'ils soient. Nous souhaitons donc rappeler aux classes politiques qui confisquent le pouvoir martinique qu'ils sont là pour répondre aux intérêts du peuple et non à leurs intérêts politiques et financiers. Chaque génération doit, dans une relative opacité, retrouver sa mission, la remplir ou la trahir. François, nous avons accepté la nôtre. Et vous? Donc voilà le communiqué des militants qui sont au cœur de l'actualité et de l'action depuis plusieurs mois, qui nous dit, parlons, pacifions-nous, nous sommes intelligents, nous sommes capables de dialogue, nous sommes humains et nous sommes fidèles à tous ceux qui ont lutté pour faire avancer
notre cause et il cite Césaire. Alors, concernant ce communiqué, j'ai annoncé un premier commentaire où il parle de la classe politique majoritaire à Fort-de-France. Il s'agit bien entendu du PPM. Il nous faut dire qu'au sein du PPM, comme dans tous les autres partis, il y a des courants qui s'affrontent. Il y a des courants qui tirent vers l'électoralisme à tout craint, qui utilisent le nom de Césaire pour cacher leurs défauts, et on peut réfléchir sur le fait qu'on ait payé des t-shirts pour mobiliser des gens avec pas meilleur Césaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui a dit qu'on allait toucher Césaire? C'est une utilisation démagogique du nom de Césaire pour cacher des intentions électoralistes qui divisent le peuple. C'est une des ailes du PPM. Mais au sein du PPM, il y a des gens qui ne partagent pas cela et il y a des gens qui ont des positions. Nous disons cela, c'est pour dire qu'il faut analyser la classe politique dans son ensemble. Non seulement dans le parti, mais au-delà des partis. On le verra avec le communiqué du maire que je vais lire dans un instant. Car je tiens à dire que cela se passe à Fort-de-France parce que les statuts, c'est là qu'elles ont été posées, que la porte du tricentenaire a été ciblée. Mais ce combat-là ne concerne pas Fort-de-France et il ne concerne pas le PPM, puisque vous avez vu que des gens qui ne sont pas au PPM, qui sont à droite, se sont mobilisés avec le même langage pour traiter les militants de voyous. Il faut sévir, c'est du fascisme, etc. On en a entendu à droite, on en a entendu à la CTM, qui ne sont plus membres du PPM. Et donc, c'est avec juste raison que le communiqué parle d'une classe politique politicienne, mais ça va au-delà de certains courants du PPM, ça rassemble tous ceux qui sont contre la remise en cause de l'ordre colonial, et il nous faut justement faire en sorte que notre combat réunisse ceux qui, dans tous les partis, y compris au PPM ou ailleurs, comprennent ce combat pour la restitution de notre histoire, pour l'avancée de la lutte de décolonisation, et qui sont d'accord pour parler, pour discuter. On a bien dit dans ce communiqué, ne tombons pas dans le piège du préfet. Le préfet veut faire croire qu'il a en tête l'ordre public, mais pendant qu'il fait ça, il envoie ses troupes persécuter le jeune Kézianissé, qu'ils ont maltraité, qu'ils ont voulu tuer dans une manifestation, qui est couché malade au Morne Rouge. Ils vont chez lui pour essayer de l'obliger à venir dans une convocation au commissariat, alors qu'il est en arrêt maladie, il est souffrant, il ne peut pas sortir. Pourquoi ils ont fait ça? C'est en espérant que, s'ils descendent, il y a de nouvelles manifestations. Ils cherchent l'affrontement. Vous avez vu le reportage de Martinique Première qui dit finalement Kezia n'est pas descendu, et puis on vous montre les policiers qui vont ranger des barrières. Ils avaient déjà prévu leur coup. Et il a été sage de ne pas répondre à ce dictat d'ailleurs qui est en contradiction avec les droits de l'homme, puisque le jeune est malade, couché, et vous exigez qu'il vienne en audition après avoir fait qu'il a failli mourir. Bon, donc, le préfet n'est pas là pour aménager, pour défendre l'ordre public. Il a essayé de faire un coup pour passer pour le pacificateur et maintenir l'idée que les Martiniquais se déchirent entre eux. Alors là, c'était le communiqué du collectif. Alors désormais, reconnaissons ce vocable, interdisons-nous de parler d'activisme de éveil, parlons du collectif des Martiniquais et des Martiniquaises éveillés, puisqu'ils se sont ainsi désignés. Alors nous allons parler maintenant du communiqué du maire de Fort-de-France, Didier Laguerre. Je vous le lis et on fera évidemment quelques commentaires après. J'ai pris acte des démolitions des statues de Pierre Délin de Montbuc et de Joséphine de Beauharnais le dimanche 26 juillet 2020. Faut-il rappeler que la question de la dépose de la statue de Pierre Délin de Montbuc figurait à l'ordre du jour du conseil municipal du mardi 28 juillet.
Son retrait dans l'espace public était déjà programmé pour les jours prochains. Parallèlement, les travaux en cours de la commission ad hoc, mémoire et transmission, installée par moi-même le 20 juillet dernier, réfléchissaient déjà à la destinée possible de ces symboles de la période coloniale. En tout état de cause, je constate l'impatience de certains qui ont fait le choix d'un passage à l'acte direct et unilatéral, sans respecter ni le cadre démocratique, ni les propositions de la commission ad hoc, et encore moins le vote attendu du conseil municipal. Je réaffirme néanmoins que je ne répondrai à aucune injonction, à aucun ultimatum relatif aux menaces de destruction de la porte du parc culturel Aimé Césaire. Si des propositions de réappropriation, de transformation ou d'explication peuvent être faites par la commission ad hoc, il est absolument hors de question que cette porte appartenant au patrimoine municipal soit détruite ou abîmée. La commission a d'ores et déjà fait hier, vendredi 31 juillet, la proposition d'y réaliser un mémorial populaire avec le concours d'artistes qui pourrait fixer le cadre de cette expression du peuple. Aussi, j'ai pris des mesures de protection du patrimoine municipal pour ce week-end afin de prévenir des motifs de division et de la population foyalaise et plus largement martiniquaise. Prévenir des motifs de division de la population foyalaise et plus largement martiniquaise. Personne n'a le monopole de l'amour de son pays, de son peuple, et aucune génération ne doit oublier les efforts des générations qui les ont précédées. J'invite donc la population, samedi 1er août, dès 18h, à venir participer au temps fort d'animation culturelle et historique, mais aussi aux prises de parole afin de mieux connaître ce patrimoine culturel foyalais. Je tiens aussi à rappeler l'antériorité des combats et des réalisations de générations de Martiniquaises et Martiniquais, de Foyalaises et de Foyalais sur les questions mémorielles et identitaires. À nous désormais, génération actuelle, d'œuvrer collectivement pour la décolonisation des esprits. À nous, désormais, génération actuelle, d'œuvrer collectivement pour la décolonisation des esprits. C'est ainsi que je réitère mon appel au dialogue, à la co-construction et à la concertation la plus large pour aller plus loin sur ces questions qui doivent sans doute être ensemble revisitées et explicitées. Créons pour cela des espaces démocratiques, des lieux de concertation, des lieux de débat à la hauteur des enjeux qui nous sont posés collectivement. Je réaffirme que la ville est plus que jamais engagée dans le combat pour réduire les inégalités et apporter des réponses aux difficultés quotidiennes du quotidien actuel des Foyalaises et des Foyalais. Je rappelle que la ville de Fort-de-France se bat trop souvent seule, notamment sur l'accompagnement des errants, alors même qu'ils viennent de différentes communes de Martinique. Pour répondre aux difficultés de la crise sociétale que nous traversons, nous avons plus que jamais besoin de toutes les énergies et de volonté de construction collective. Dans ce contexte de tension, écoutez bien, dans ce contexte de tension, je réitère ma demande que justice soit rendue sur la question de la pollution au chlordécone et que tous les acteurs concernés puissent répondre de leurs responsabilités. Et Didier Laguerre. Notre histoire, certes complexe et douloureuse, appelle des réponses concrètes pour construire une Martinique plus juste et plus solidaire. C'est Didier Laguerre toujours qui parle. Le drapeau rouge, vert, noir reflète aujourd'hui différentes sensibilités qui ont un dénominateur commun, l'amour de notre pays. Mais ce n'est pas en utilisant les vieilles stratégies de division que surgira un projet collé. Cette jeunesse nous bouscule, parfois sous la forme, elle est plus exigeante vis-à-vis de nous et attend des corps intermédiaires de l'administration et des élus qu'ils aillent plus vite pour construire un autre modèle de société plus égalitaire, plus respectueuse de notre environnement et libérée du système oligarchique ancré dans notre pays. Didier Laguerre qui parle. L'échéance à venir de mars 2021 pour le renouvellement de la collectivité territoriale de Martinique est un défi majeur à relever dans le cadre de ce nouveau projet pour notre pays. Cette nouvelle gouvernance devra répondre aux défis de notre île afin de créer des conditions concrètes de développement beaucoup plus endogènes
profitant prioritairement aux enfants de ce pays. Il nous faut rompre avec les anciens schémas qui mènent à l'irresponsabilité collective et ouvrir ainsi une nouvelle ère de démocratie économique et de création de richesses nous permettant de nous émanciper du processus qui a fait de nous des consommateurs effrénés. Nous sommes tous et toutes responsables de notre pays, la Martinique. Voilà le communiqué de Didier Laguerre. On retrouve dans ce communiqué les idées dont nous avons parlé chez les militants du mouvement des Martiniquais éveillés, militants et militantes. Appel au dialogue, appel à la concertation, appel à l'union. On retrouve l'idée que le rouge, vert, noir, c'est le drapeau des gens qui aiment leur pays. Ce qui veut dire que ce n'est plus le vocabulaire de vandales, le rouge, vert, noir, c'est des vandales. On retrouve l'affirmation que les responsables du crime au chlordécone doivent être mis en lumière. On retrouve des choses qui sont des mêmes revendications. Évidemment, le côté lié à l'électoralisme du parti et de la classe politique dont le maire fait partie se retrouve, puisqu'on dit que, bon, on pense qu'on pourra régler ça avec les élections à la CTM. On dit également un certain nombre de choses qui appellent au respect de la démocratie des décisions. Encore que, là, nous faisons un commentaire à part, ce communiqué qui dit que, tout en parlant de l'impatience compréhensible, qui dit qu'il faut attendre qu'un conseil municipal ait décidé pour, et que ne pas le faire, ce n'est pas démocratique, c'est une vision très restrictive de la lutte populaire. Mais c'est normal, c'est son parti, c'est son idéologie, il a fait le choix électoraliste. L'important, c'est ce qui nous unit et qui est retrouvé dans ce communiqué. D'ailleurs, tout à l'heure, je disais que dans tous les partis, il y a des tendances, j'allais dire radicales, bon, c'est pas exactement le mot, mais poussées du fait. Il y a des gens qui poussent à l'affrontement, etc., dans tous les partis, et puis il y en a qui sont beaucoup plus ouverts. Nous devons reconnaître que le maire Didier Laguerre, depuis qu'il est là, a pris un certain nombre d'initiatives qui doivent être respectées. Il ouvre la porte de la ville au Rasta, au marché Rasta. Il ouvre le parc floral au MIR dans le combat pour les réparations. J'avais parlé de la place des Charbonnières, le rond-point des Charbonnières près du port, en disant que la municipalité l'a fait. À l'initiative de l'Union des femmes de la Martinique qui a fait cette proposition au mouvement populaire, ils ont accepté, ils ont accompagné. L'Union des femmes toujours a invité la révolutionnaire Angela Davis en Martinique. La municipalité l'a accueilli, l'a accompagné. Alors, franchement, on peut critiquer l'électoralisme ou la ligne globale de ce parti, mais il faut mettre le pour et le contre pour dire quelle attitude nous avons. Alors, quand il parle de refuser les dictats, c'est son rôle en tant qu'élu. Nous avons déjà exprimé sur cette radio et dans la vidéo que nous évoquions tout à l'heure que nous n'acceptons pas que la personne humaine soit physiquement ou verbalement agressée, que ça ne fait pas partie des conditions pour que notre peuple avance et qu'il faut absolument tourner le dos à ces pratiques-là. Donc, ça c'est le communiqué de Didier Laguerre qui montre qu'il y a une possibilité qu'on se retrouve. Et il y a eu un accord qui a pu être fait entre les militants et la municipalité pour que justement ce matin, l'initiative des militants puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Le dernier texte auquel je voulais faire allusion, c'est un texte fait par un syndicaliste qui a été repris
par l'association, le parti AOP, Alliance ouvrière et paysanne, et qui s'y associe, c'est un syndicaliste qui s'appelle Félix Soquet. Donc, parce que vous savez qu'il y a un syndicat qui avait appelé pratiquement à la mobilisation pour défendre soi-disant ne touchez pas à Césaire, qui a fait marche arrière un peu sur son agressivité. Mais ce syndicaliste, Félix Soquet, a fait la déclaration. Il est retraité depuis 21 ans, dit-il. Il a travaillé, je lis, j'ai travaillé une trentaine d'années à la mairie de Fort-de-France. J'ai habité plus de 20 ans avec ma famille au quartier Vol de la Plage. J'ai été secrétaire général du syndicat CSTM municipaux et aussi secrétaire général adjoint de la CSTM aux côtés de Marc Pulvar et de Daniel Marissette. J'ai eu l'honneur de participer à la transformation de l'ancien camp militaire Gallieni en ce qui est devenu le cœur battant d'une authentique vie culturelle martiniquaise. J'ai travaillé 6 mois entiers à ce chantier avec une fierté immense et avec enthousiasme. C'est pourquoi, alors que j'ai soutenu de toutes mes forces le combat des militants anti-chlordécone, de boycotter les supermarchés des béquets empoisonneurs de notre peuple au chlordécone, alors que j'ai toujours soutenu ces militants contre la répression et de ce que j'appelle les tortionnaires de notre peuple, préfets et forces du désordre, je me suis inscrit en faux contre l'appel à briser la porte du souvenir située à l'entrée du parc floral Aimé Césaire. Donc là, c'est intéressant parce que nous avons quelqu'un qui soutient les militants et qui ne souhaitait pas que la porte soit détruite, et qui est un employé municipal à la retraite et qui a beaucoup travaillé. Et donc, ce que ressentent les gens à qui on a fait croire que c'était une attaque contre le parc floral et contre Césaire, c'est ce qu'il exprime. Et c'est intéressant de voir que dans notre volonté de dialogue, nous devons tenir compte des gens qui n'ont pas la même opinion que nous. Et c'est la suite qui est intéressante, puisqu'il dit je m'inscris en faux contre l'appel à briser la porte du souvenir. Je préfère croire que ceux qui ont lancé cet appel ne savaient pas que Césaire avait demandé à l'artiste Coco Wanicorail de construire de chaque côté de cette porte une fresque en mémoire des Amérindiens massacrés par les premiers colons comme des Nambucs, dont j'ai entièrement approuvé le déboulonnage. J'ai été très soulagé que cet appel à la destruction se soit transformé en appel à la restauration de la fresque de Wanicorail. J'ai encore été plus soulagé d'apprendre que les co-héritiers de Coco ont pris contact avec la municipalité qui entreprendra les travaux pour une restauration de la fresque digne de ce nom. Je considère donc que ceux qui ont eu la sagesse de transformer leur appel à la destruction en appel à la restauration peuvent garder la tête haute, car ils ont permis à la municipalité de faire le nécessaire. Nous avons réglé cette affaire entre Martiniquais. Nous avons lavé notre linge sale en famille. J'entends, monsieur le préfet. Nous avons lavé notre linge sale en famille. J'ai par contre été très choqué par l'arrêté d'interdiction de manifestation des précédentes manifestations du 15 mai, du 16 et 17 juillet. Pardon, j'ai sauté une ligne, je reprends. J'ai par contre été très choqué par l'arrêté d'interdiction de manifestation du préfet du samedi 1er août, qui a mis dans ses considérants les graves troubles à l'ordre public provoqués lors des précédentes manifestations du 15, 16, 17 et 27 juillet 2020 au centre de ville de Fort-de-France. À ma connaissance, les troubles dont il parle ont été provoqués par ces hommes de main qui ont, entre autres, commis des actes de torture et de barbarie sur le jeune Kezia et l'ont traité de sale négro après avoir confisqué son tambour, notre instrument ancestral de résistance. Que monsieur le préfet n'essaie pas d'inverser les rôles et de transformer en bourreaux les victimes de la violence qu'il a lui-même commandité. Je demande à tous les Martiniquais d'être présents le 27 août au procès des 4 militants anti-chlordécone, parmi lesquels le jeune Kezia qui a failli mourir sous les coups des tortionnaires missionnés à cet effet par le représentant de l'État colonial français. Bagay Tala a résumé transformation que nous avons parlé tout à l'heure. Nous sommes dans un jour qui fera date. Parce que ceux qu'on voulait opposer
Ce que le préfet voulait revoyer dos à dos pour pouvoir continuer à dominer, ils ont un langage de sagesse. Ceux qui s'étaient un moment laissés freiner par le fait qu'on a associé l'action des militants à la destruction de la porte, parlent de leur sagesse, de leur capacité d'avoir écouté, d'avoir pris en compte les réactions, les données nouvelles pour parler entre nous, pour, comme il a dit, pour régler cette affaire entre Martiniquais, pour laver notre linge sale en famille. Alors, ça c'est quelque chose de très important. Et aujourd'hui, à quel point sommes-nous? Il n'y a pas de manifestation devant le tricentenaire. La restauration de la fresque de René Coco, Coco René Corail, sera faite en concertation avec les militants et la manifestation et la fille de René Corail. Des discussions entre Martiniquais seront faites pour voir comment traiter la question de la porte du tricentenaire. Ça, c'est une première victoire. Deuxième victoire, les militants qui ont lancé ces actions qui interrogent sur les symboles du colonialisme, sur les crimes méconnus, ont atteint pleinement leur objectif. Et comme on l'a dit, ils ont la sagesse d'organiser une manifestation alternative à partir de 9h30, donc dans quelques moments, sur la savane, où on va partager avec les gens qui ne peuvent pas manger, où on va discuter sereinement autour du tambour. C'est une deuxième victoire importante. Mais tout à l'heure, je disais que il faut quand même attendre la fin de la journée pour savoir tirer le bilan globalement. Parce que les ennemis du peuple martiniquais, les électoralistes aliénés, ne vont pas accepter la victoire de la réconciliation, du dialogue, de la sagesse au sein du peuple martiniquais. Parce que tout le projet sera balayé si le peuple se réunit, distingue ses vrais amis de ses faux amis et cible l'ennemi principal qui est le colonialisme français. Et c'est là que je dois dire qu'il y a des poussées d'effet dans tous les camps. Nous avons parlé dans les partis, et y compris au sein du PPM, et dans la droite, mais également dans d'autres partis qui se disent patriotes. Il y a des gens qui ne pensent qu'élection et qui attisent la division pour gagner des clientèles en discréditant les autres. Ce sont des ennemis du peuple martiniquais. Il faut les dénoncer sereinement, fermement, il faut les dénoncer. Les poussées d'effet se trouvent aussi dans le mouvement de contestation parce que l'État français envoie des provocateurs. Ça a toujours existé dans toutes les luttes populaires. Et à côté de ces provocateurs qui vont dire « on nous bat, monsieur ça ne pas quitter ceci, etc. » pour diviser, pour attiser les haines, pour affaiblir la cohésion, il y a aussi des gens qui sont poussés d'effet dans des mauvaises directions parce qu'ils ne sont pas formés, parce qu'ils ne sont pas conscients. Alors nous devons leur dire à tous les militants, les colonialistes, les propagandistes de la bourgeoisie ont mené un travail très intense depuis les années 70. Pour dire que les idéologies sont mortes. Il ne faut pas parler de communisme, il ne faut pas parler de marxisme, il ne faut pas parler de panafricanisme. Tout est mort, sauf l'idéologie libérale qui est répétée tous les jours dans les médias. Il faut se vendre, la compétitivité, il faut ceci, cela, il faut se faire, etc. Qui est reprise, qui est propagée. Donc, qui sont également manipulés en disant il ne faut pas travailler avec les syndicats, il ne faut pas travailler avec les militants politiques du peuple qui sont dans des organisations politiques martiniquaises qui luttent pour l'émancipation. C'est de la récupération. Un collectif de soutien aux prisonniers se fait en France, organise des meetings. Il se trouve des individus ici pour dire ils veulent récupérer notre lutte. Des syndicats organisent un meeting de soutien.
il y a des gens qui disent les syndicats veulent récupérer notre lutte. Donc il faut nous purger de ces manipulations qui nous divisent pour dire qui syndicat, qui parti politique, révolutionnaire, anticolonialiste, qui mouvement citoyen, tout le monde fait bloc, parler, comprendre notre, étudier l'idéologie de l'autre là pour nous aller devant. Parce que au-delà de la seule question politique, il y a une question, le mot à la mode sociétale profonde. Les gens sont désespérés par la crise économique, par la crise morale. Comment aurions-nous pu imaginer que dans notre pays, des jeunes parents tuent des enfants de 2 ans, de 3 ans, à coups de poing et face à des violences sexuelles, dit-on, sur des bébés? Nous pas venus fous, hein? C'est la culture perverse, brute, abétissante, bestialisante que l'Occident développe actuellement à travers ses films de tout acabit, la violence qu'il développe et le fait qu'il tue l'instruction, qu'il tue le dialogue, qu'il tue la formation, qui fait que des gens pètent les plombs quand en plus la drogue vient s'ajouter, puisque c'est la solution qu'on leur donne. Mais dans quel pays vivrons-nous si nous ne mettons pas d'accord pour aider nos jeunes à ne pas tomber dans la toxicomanie? Je dis nos jeunes, mais il y a beaucoup d'adultes, dont des chefs d'entreprise qui tombent parce qu'ils ne peuvent pas payer leurs impôts, etc. Il nous faut faire quoi? Donc, pour nous libérer du colonialisme, mais pour sauver notre société et construire l'alternative. Je vais terminer avec un dernier texte que je tiens à vous communiquer. Alors, déjà, vous situez le cadre. Au début, je disais que les médias ne parlent pas. Mais il y a un très, très, très gros travail qui se fait de jonction entre les mouvements populaires des différentes îles de la Caraïbe et de l'Amérique centrale et de l'Amérique latine. Nous faisons partie de l'Assemblée des peuples de la Caraïbe, mais il y a Jubilé au Sourd contre la dette. Et ces mouvements-là qui organisent des colloques, des échanges, depuis le début du confinement, organisent des visioconférences, des tables rondes virtuelles pour affiner la lutte contre le coronavirus, contre le colonialisme. Je vais vous lire l'intervention que j'ai présentée au nom du CNCP, du Conseil national des comités populaires, à l'occasion de la dernière table ronde qui s'est déroulée le 29 juillet 2020 et qui regroupait des participants de l'Argentine, de Venezuela, du Brésil, de Porto Rico, de Cuba, de Haïti, de Saint-Domingue, de Martinique, de Trinidad, et il y en a j'oublie. Donc, qui échangeaient sur la lutte du colonialisme. Alors, pourquoi je vais vous lire l'intervention que j'ai faite dans cette table ronde virtuelle? C'est parce que déjà, je posais la question du rapport de force entre nous et le colonialisme, des intentions du colonialisme français. Alors, je ne sais pas si le temps, ça va rentrer. Je vous demande à la limite, de revenir sur les différentes informations qui sont données au cours de la partie interactive, parce que, franchement, il nous faut voir quel est l'ennemi principal. En premier lieu, nous allons rappeler l'importance qu'ont pour la France ces colonies encore sous domination directe. C'est un document publié par le secrétariat de la Défense de la Sécurité nationale française, dont le titre est « La France face aux évolutions du contexte international et stratégique ». Ce document rappelle, je cite, « Les départements et collectivités d'outre-mer donnent à la France une surface mondiale de première importance, 11 millions de kilomètres carrés de zones économiques exclusives au deuxième rang derrière les États-Unis, et une présence dans 3 zones stratégiques du globe, Pacifique, Amérique, Océan Indien. C'est bien une réalité, là j'arrête la citation. Toutefois, nous le savons, cette puissance dont se vante la France est en train de vaciller. D'une part,
sa présence est vivement contestée en Afrique, et d'autre part, elle ne résiste plus à la montée en puissance de la Chine et des autres pays émergents de la région Asie-Pacifique. Alors, je reviens au texte du secrétariat général à la Défense. Il dit ceci. Écoutez, la zone Antilles-Guyane est d'une importance stratégique essentielle avec le centre spatial guyanais de Kourou, port spatial de l'Europe. Concernant la Guyane, dont la superficie est à peu près égale à celle du Portugal, on peut noter aussi que ce territoire possède un formidable potentiel encore inexploité, en particulier sur le plan minier, aurifère et agricole. Sur ce dernier point, seuls 0,3% des surfaces sont utilisées. En outre, des recherches ont attesté de la présence de grandes quantités de pétrole au large des côtes guyanaises, dont l'exploitation devrait démarrer dans une dizaine d'années. Un dernier extrait significatif mérite d'être cité. Le maintien de la sécurité de la zone Caraïbe est indispensable pour éviter la constitution des zones de non-droit et en partie due au cartel de la drogue. Écoutez bien, la présence de nombreux ressortissants français et européens impose de disposer en outre de moyens de protection et d'évacuation rapide en cas de crise. Il est donc très clair que pour la France, maintenir sa domination sur les colonies dans notre région est devenu un enjeu de la plus haute importance. Mais notre région Caraïbe étant devenue un enjeu stratégique capital pour l'ensemble des pays impérialistes occidentaux, ce sont les intérêts collectifs de ceux-ci que la France coloniale y défend. Nous pouvons prendre exemple sur le commerce international. Aujourd'hui, avec l'ouverture de la 3e écluse du canal de Panama et le projet de canal interocéanique du Nicaragua, la Grande Caraïbe se retrouve au cœur de l'économie maritime. Les navires venus d'Asie pourront atteindre en nombre la façade de l'Europe et les côtes, la façade atlantique de l'Europe et les côtes africaines. Il est vital pour la France et l'Union européenne de bien se positionner pour prendre leur part dans le contrôle de ce commerce. À cet égard, notre pays et les autres colonies sont indispensables pour renforcer la domination coloniale et néocoloniale sur l'ensemble de la région et en tant que plateforme pour développer leur stratégie de pénétration sur le plan économique. Les colonies de la France dans la Caraïbe leur servent de base pour la pénétration de la propagande idéologique, de vitrine pour la vente de ses équipements, de cheval de Troie pour faire sa loi dans les institutions européennes, caribéennes plutôt, dans les institutions caribéennes, et surtout de tête de pont militaire pour préparer ses agressions. Faut-il rappeler que les manœuvres avec les armées des États-Unis sont régulières, que la Martinique a servi de relais lors de l'invasion de Grenade et de la guerre des Malouines. Et ce n'est pas un hasard si, lors de la dernière provocation des navires états-uniens à proximité du Venezuela, la France, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne avaient parallèlement envoyé des bâtiments militaires dans leurs colonies, soi-disant pour aider à la lutte contre le coronavirus. Ainsi, la lutte de nos peuples contre le colonialisme dans notre région doit forcément prendre en compte ce contexte mondial dans lequel les pays impérialistes bafouent ouvertement le droit international avec leurs lois extraterritoriales, leurs sanctions illégales, leurs soi-disant devoirs d'ingérence humanitaire, un contexte dans lequel les gouvernements multiplient les lois liberticides, instrumentalisent la justice et abusent de violences peuplières chez eux-mêmes et à plus forte raison dans les colonies. Dans les faits, c'est une guerre frontale entre les deux mondes qui se déroule sous nos yeux aujourd'hui. Notre région a toujours été marquée par la résistance des peuples. Il n'est pas nécessaire de rappeler aux militants et militantes qui participent à cet échange la longue liste des luttes menées par les premiers habitants de notre région, par les Africains qui y ont été esclavagisés et par l'ensemble de nos peuples depuis le début de la colonisation jusqu'à nos jours. Ces dernières années, les mobilisations se sont intensifiées pour dénoncer les saccages politiques
des politiques ultralibérales et de la corruption à Saint-Domingue, en Haïti, à Porto Rico, ailleurs, le peuple cubain et le peuple vénézuélien continuent à résister avec vaillance aux menées agressives de l'impérialisme états-unien et de ses complices. Les conditions de la lutte sont dures, mais nous sommes convaincus que les luttes populaires seront victorieuses. Tant au plan international qu'au plan national, les conditions objectives et subjectives sont de mieux en mieux réunies pour qu'elles s'intensifient. En Martinique, depuis 2 ans, les luttes populaires ont connu un fort développement. Des comités d'usagers très actifs se mobilisent régulièrement contre la pression fiscale et les coupures à répétition qui touchent à la distribution de l'eau. Mais surtout, une frange de la jeunesse radicalisée multiplie les actions de résistance. Près de milliers d'entre eux sont allés libérer les plages, privatisées par des privilégiés dans le sud. Rejoints par de nombreux militants, ils ont organisé pendant plusieurs semaines le boycott de centres commerciaux appartenant aux responsables de l'empoisonnement au chlordécone de 92% de la population martiniquaise, en exigeant qu'ils soient poursuivis et condamnés à réparation du crime. Ce sont eux aussi qui se sont mobilisés pour obliger les autorités françaises à contrôler les touristes qui introduisaient le Covid-19 dans notre pays. Dimanche dernier encore, une centaine de militants a procédé au déboulonnage de statues de l'impératrice Joséphine et du flibustier Denambuc, qui est à l'origine de la colonisation de notre île. La tête de ce dernier a été jetée dans la cour de la préfecture française. Le lendemain, lundi, une partie de la population de la commune de Diamant est descendue porter plainte contre des Français ayant publié des propos racistes à notre égard et appelant à la violence contre les Martiniquais. Ils ont contraint des gendarmes à aller arrêter les individus en question. Il faut dire que dans au moins 3 communes en Martinique, les Français se sont regroupés dans des quartiers où ils cultivent un comportement ségrégationniste. Certains d'entre eux n'hésitent pas à taguer le sigle Ku Klux Klan sur des murs pendant la nuit. Face à toutes les mobilisations, l'État colonial répond par des violences démesurées, des rafles chez les militants, des séries de procès sans fondement. Mais chaque fois, les mobilisations deviennent plus fortes. C'est dire que la situation devient explosive. Il faut noter avec satisfaction que dans cette dynamique de lutte, d'une part, la jonction entre la jeunesse et les anciens militants se renforce, et d'autre part, la solidarité et la coordination entre des militants de Guadeloupe, de Guyane et même de la Réunion devient effective. Ceci dit, il est important de signaler, la France défendra ses intérêts bec et ongle, et les récents événements le montrent. La confrontation deviendra de plus en plus dure. C'est pour cela que nous estimons que la solidarité entre les peuples caribéens est plus indispensable que jamais. Alors, la dernière partie de l'intervention concerne les questions de dette, je ne reviens pas dessus. Je vais conclure cette partie-là en disant que le gouvernement français, l'impérialisme français et européen sont vraiment dans une situation où ils peuvent éclater. On sait que l'Europe, l'Union européenne, il y a des divisions. Bon, le fameux plan, dimanche dernier on en a parlé, ne va rien régler du tout. Les révoltes populaires vont continuer à s'intensifier, mais dans le conflit qui oppose l'impérialisme états-unien, les puissances montantes de la Chine, de l'Inde à l'Union européenne, obligatoirement vont tourner en leur défaveur. Ce qu'il faut savoir, c'est que le président Macron qui est là, il n'est pas là pour défendre la France ou même l'Europe, il est là pour défendre les multinationales qui sont à l'offensive contre la Chine. C'est pour cela que la France ne pourra pas se sortir. Mais en même temps, la France a besoin impérativement de sa domination sur la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane pour pouvoir résister, essayer de prendre sa part. Ils ne vont pas tolérer que les Martiniquais qui ont pris conscience renversent leur domination.
Ils se moquent totalement si notre pays coule, n'est pas préparé aux catastrophes climatiques. Ils se moquent. Ils vont écraser. Et ils cherchent l'affrontement. Ils provoquent. Océanis, c'est le premier pas. Des militaires pacifiques avec un tambour, ils les encerclent, et puis ils envoient lacrymogène, et puis ils font s'ils donnent du boutou. C'était une provocation pour pousser à l'affrontement. Et depuis, c'est à ce qu'on assiste. On a vu encore qu'en essayant de faire Kezia malade descendre au commissariat, c'était une volonté de créer des incidents, mais qui n'a pas marché. Comment pouvoir accepter que des Martiniquais continuent à se déchirer pour défendre des intérêts électoralistes face à ce danger-là? Comment ne pas voir que ces gens-là qui critiquent les jeunes ne se moquent totalement du problème de la jeunesse, des statuts, etc., mais essaient de trouver des boucs émissaires pour attaquer une municipalité ou pour pouvoir se placer un défenseur de l'ordre, etc. Donc, il nous faut nous réunir. Il nous faut parler. Aucun de nous ne peut se prévaloir de n'avoir pas fait des erreurs ou de connaître la solution. Aucun de nous ne peut prétendre que nous aurons la force de régler nos problèmes si nous ne sommes pas unis, si nous ne surmontons pas les divergences. Alors, si certains continuent à le faire, ce sont des ennemis du peuple martiniquais. Tous ceux qui sont sincères, qui sont conscients de la gravité de la situation, groupons-nous. Descendre bassément maïlan, mais bon la savane, porter manger, parler pio, montrer que nous les lions comme nous. C'est ce qui est essentiel aujourd'hui. Si cette journée-là, nous multiplions les actes de réflexion, alors nous aurons gagné une belle bataille. Donc voilà la présentation que je voulais faire sur la situation. Il est évident que vous pouvez continuer à participer aux échanges puisque nous avons l'émission sur RFA 88.3, 93.6, 105.9 et sur rfaradio.fr, donc l'Internet, et que par tous ces moyens, vous pouvez écouter et vous téléphoner au 03 14 03, un numéro fixe, donc 0596 03 14 03, pour pouvoir poser des questions, faire des commentaires sur tout ce que nous avons dit. Maman, en nous semblait. Là, nous avons fini tout à l'heure, nous avons écouté vidéo que nous avons présenté la situation, mais c'est après synthèse actualité Martinique. Nous avons commencé le débat et en cours de matinée, nous avons viré passer les messages-là que nous avons publiés en les vidéos. Voilà, merci un peu, merci de votre attention. On va passer peut-être l'éditorial pour faire le jingle plutôt, pour faire la transition. Et puis, on reste sur RFA. Apparemment, on a un petit problème de démarrage de notre belle chanson, Camarade, morceau haïtien, sous que qu'on nous mettez ensemble, prend ça besoin, mettez en route, pas arrêter en chemin, on allait, vaccine a pas gondé. C'est pour nous travailler pour payer à Cabel. Vaccine gondé, on allait, c'est nous le relais. Prends puis quoi nous vieux pelle nous en aller. Voilà, donc est-ce qu'on est arrivé à retrouver? Voilà, tiens, on va l'écouter. Mettez